Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. Je suis Marc Robert, fondateur d'Optimus Academy, accompagnement de la performance commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt? Alors c'est parti! Aujourd'hui, pour le 16e épisode du podcast L'arène des vendeurs légendaires, j'ai le plaisir de recevoir Eric Bertin de Score Management. Bonjour Eric. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Wow, me présenter. Eh bien, écoute, je m'appelle Eric. Je suis un petit Français expatrié en Suisse depuis des années 2010. Ça va faire un petit moment maintenant. Et puis, j'ai monté cette entreprise de formation, d'accompagnement aux techniques de vente, efficacité commerciale, en 2016. Et pour une raison qui me tient à cœur, c'est mener une croisade et faire entendre à qui veut bien l'entendre que la vente est un vrai métier et un métier passionnant qui mérite qu'on s'y attarde un peu plus que ce qu'on le fait déjà dans l'économie actuelle. Et j'aime bien dire aussi que je suis un pur produit de la vente, c'est-à-dire que dans la vente, il faut avoir une passion pour le produit. Et puis moi, ma passion, c'est la vente. Et un matin, je me suis réveillé en me disant mais qu'est-ce que j'aime vendre? Et je me suis dit que j'adorais la vente. Donc en 2016, je me suis mis à vendre de la vente. Après avoir travaillé pour passablement d'entreprises, aussi bien en France qu'en Suisse. Et puis j'ai franchi le côté obscur cette fois. J'ai passé plus d'années à vendre en Suisse qu'en France. Voilà ce que je peux te dire. D'accord. Et pourquoi la Suisse? Pourquoi tu t'es installé en Suisse? Écoute, c'est véritablement le hasard. Surtout que moi, je suis originaire d'une région qui est pas très très loin de la frontière. J'ai grandi en proche frontière depuis enfant. Et puis j'étais plutôt dans une logique de m'éloigner le plus loin possible. Et le hasard de la vie et des rencontres m'a amené à La Rochelle, sur la façade atlantique. Donc tu vois, je pouvais pas aller plus loin. Et puis un autre hasard, celui des restructurations d'entreprise à l'époque où je travaillais chez Nestlé, m'a ramené à côté de la frontière. Et puis j'ai eu l'opportunité de vraiment sans forcément chercher à le faire, vraiment une opportunité d'arriver en Suisse. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est intéressant de le mentionner, c'est que l'évolution que j'ai eue d'un point de vue commercial et managérial en Suisse, je pense qu'il m'aurait fallu 10 ans de plus pour l'obtenir en France. On a une vision un peu différente ici. Et je suis arrivé à 26 ans sur un poste de manager commercial avec une équipe de consultants à gérer. Et je pense qu'il m'aurait fallu attendre beaucoup plus longtemps en France pour avoir ce type d'opportunité-là. Donc c'est vrai que ça a été un tremplin et ça m'a permis d'avancer et de prendre en maturité très très vite. D'accord. Ok. Comment tu en es arrivé justement au métier de commercial? Comme beaucoup dans l'histoire de la vente, je dirais, je crois qu'il y a une petite part de par défaut. Ça remonte à très très loin parce que mes parents étaient convaincus, parce que je passais mon temps sur les ordinateurs, que je deviendrais programmateur en informatique. Et puis au lycée, j'avais pris une voie scientifique avec les options sciences de l'ingénieur. Là, je sais pas si ça existe encore ces trucs-là. Puis il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au bac, je me suis royalement planté. Et puis il y a eu une rencontre en fait. C'est vrai, il y a eu une rencontre. Un été où je faisais un job de barman. Un soir, au bord d'une rivière, derrière mon bar, il y a un gars, un pêcheur qui vient prendre un apéro, puis on discute, puis je lui dis tu fais quoi dans la vie? Et il me dit moi je suis vendeur. Je dis ah bon, mais c'est quoi?
Et il me dit, ah, bah, écoute, c'est génial parce que un jour tu peux vendre, je sais plus s'il m'a dit ça précisément, mais en gros, il me dit, un jour tu peux vendre des copieurs, le lendemain tu peux vendre des bagnoles et le surlendemain de l'assurance. Et c'était en plein dans le moment où je devais faire mes vœux, pour, tu sais, les écoles que tu choisis, post-bac. Et je me suis dit, mais c'est pas mal son truc, il y a quelque chose. Puis j'étais pas un grand fan des études et je me suis orienté en premier vœu vers une formation commerciale post-bac à Dijon. Et puis moi j'aime bien dire que je suis né 2 fois, quoi. Je suis né en 1983 et je suis né en 2001 quand je suis arrivé dans cette école où j'ai vraiment découvert j'ai découvert ma voie, quoi. Et j'ai adoré. Donc voilà un peu l'anecdote. D'accord, intéressant. Donc c'est lors d'une conversation toute simple avec quelqu'un que tu as découvert ça, tu t'es dit tiens, ça m'intéresse. Ouais. Après, j'ai fait un peu de rétrospective et puis je me suis demandé mais est-ce que je suis fait pour ça, et puis j'ai souvenir, c'est marrant, j'ai ressorti cette anecdote récemment où quand j'étais gosse, j'avais quand même 2-3 faits d'armes, j'avais pas fait le lien. Mais j'adorais faire des Scooby-Doo et on m'avait bien expliqué que le seul moment de l'année où tu avais le droit de vendre quelque chose sans autorisation, c'était le 1er mai, le jour de la fête du travail. Et je crois que vers l'âge de 8-9 ans, je me mettais devant la boulangerie de mon village et puis je vendais les Scooby-Doo que j'avais fait. Après est arrivée l'époque des CD gravés et j'ai en mémoire on peut dire, je crois, un coup de maître, c'est le CD de Louise Attaque, ça devait être en 95, je crois. Et j'ai dû vendre avec mon voisin, lui il gravait les CD, moi je faisais les pochettes, et on a vendu, je crois, une centaine de CD au collège. Enfin, c'est pas ces petits faits d'armes dans le parcours. Ah oui, donc tout s'explique. Ouais, je sais pas si tout s'explique, mais en tout cas il y avait peut-être déjà un terreau assez fertile. D'accord. Maintenant tu fais de la formation depuis 2016 sur Lausanne, là où tu es installé. Ouais. Tu fais de la formation en présentiel? Exclusivement en présentiel, absolument. D'accord. Pour des sociétés commerciales suisses, c'est ça? Oui. Alors avec s'il fallait mettre une nuance avec ce qui peut se passer en France, c'est que en Suisse il y a moins d'habitants. Moi je suis dans une zone qui est la Suisse romande, la Suisse francophone. Donc il y a encore moins d'habitants. La Suisse est un pays de 8 millions et en Suisse romande il y a 1 million et demi de personnes. Donc tu vois, c'est 10 fois plus petit que Paris. Donc le terrain de jeu est pas très grand. Mais pour autant, on a besoin de vendre. Il faut développer ses activités économiques. Donc, on a des entreprises on n'a pas des entreprises comme en Suisse où il y a une armée de 150 vendeurs, comme en France, pardon, où il y a une armée de 150 vendeurs. Donc, je travaille beaucoup avec des entreprises, certes, qui ont des équipes de vendeurs, dont c'est le métier du matin au soir. Je travaille aussi beaucoup avec des entreprises dont les ambassadeurs, les représentants commerciaux, finalement, ont aussi une activité de delivery au quotidien. Donc, la vente n'est pas l'unique tâche de leur quotidien. Et c'est là où il y a un vrai challenge, c'est leur faire comprendre que sans vente, t'as pas de salaire, puis sans salaire, t'as pas d'entreprise, quoi. Donc voilà, il y a un bel enjeu autour de ça. Ok. Et tu formes essentiellement autour des techniques de vente? Ouais, je suis essentiellement, voire uniquement sur tout ce qui gravite de très près et de pas très loin avec l'entretien de vente face à face. Et quand même, je crois que je peux pas le nier, j'ai une grosse dominante B2B. Je suis beaucoup moins sur le B2C. Donc quand je dis entretien de vente face à face, c'est vraiment, on va commencer très tôt avec tout ce qui est activité de stratégie commerciale en amont, de ciblage, de segmentation. Ensuite, activité de qualification de prospects, de prise de rendez-vous avec ces prospects pour déboucher enfin sur le rendez-vous en face à face. Et tout ce qui va toucher ensuite l'étape d'après, la négociation, la remise, la présentation d'une proposition commerciale, et puis bien entendu les petits tuyaux de vieux routards sur tout ce qui est suivi et fidélisation. Mais c'est vrai que je ne fais rien d'autre. Je veux pas aller sur des domaines sur lesquels je peux pas me revendiquer comme l'ayant pratiqué ou comme étant un expert. Donc je reste exclusivement concentré là-dessus parce que finalement c'est ce que moi j'ai fait toute ma carrière, que je continue à faire pour faire tourner ma boîte, c'est ce que je maîtrise le mieux. Ok, d'accord. Allez, on va démarrer directement dans le vif du sujet, Eric, si tu le veux bien. Alors, le vif du sujet, vas-y. C'est le mental dans la vente, les clés mentales du bon vendeur. Ouais. Donc première question, quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur? Écoute, je dirais que pour moi, c'est une histoire de curseur. C'est un curseur parce qu'il y a presque un côté schizophrène d'ailleurs,
Je résumerai en disant que la principale qualité mentale, c'est savoir mettre le bon dosage, le curseur en l'occurrence, au bon endroit entre suffisamment d'assurance et de confiance en ce qu'on vend, ce qu'on peut apporter à un client, mais en même temps, beaucoup d'humilité face à ce client, en partant du principe que même si on est absolument sûr de ce qu'on peut lui apporter, on doit pas trop non plus présumer de la façon dont ça va s'inscrire dans son univers. Je sais pas si je suis clair. Mais c'est ce côté, on doit être sûr de soi d'un côté et en même temps avoir cette forme d'humilité pour recevoir ce que nous donne le client, pour comprendre qui il est. Et puis surtout, ne pas véhiculer non plus trop d'arrogance ou de choses de ce type. Okay. Donc pour moi, vraiment, la qualité mentale, c'est avoir cette prise de recul, cette autocritique pour se dire, ok, je suis sur mon coup, mais en même temps, je dois avoir l'humilité de me mettre au niveau du client et de pas lui imposer mon point de vue, de sorte à ce qu'il me voit pas comme un grand donneur de leçons ou quelqu'un qui saurait mieux que lui. Peut-être que dans les faits, par définition, vu qu'on est expert d'un domaine, on sait mieux que lui. Mais bon, la vente nous apprend que si tu veux démontrer que tu sais mieux que l'autre, il va juste partir en courant. Ok. Si je comprends bien, c'est une sorte d'adaptation cognitive parfaite à la situation, à l'instant T. Ouais, il y a ça, mais pour moi, il y a surtout une grosse part de prise de recul. Je suis convaincu que dans les questions que tu as préparées, on va être amené à parler d'un de mes mantras qui est « si tu suis, fuis, si tu fuis, suis ». Et il y a véritablement ce détachement à avoir, de se dire, voilà, celui qui a le plus la dalle, il y a un moment, ça va se voir, et du coup, potentiellement, le client va trouver ça louche. Donc, c'est peut-être des éléments qui vont réfréner un client à aller dans la direction du vendeur. Donc, il faut avoir ce côté un peu dédaigneux, un peu détaché, mais en même temps, pas trop, parce que ce serait finalement manquer de respect à l'autre. Donc voilà, c'est cet éternel curseur. Vraiment, pour moi, c'est une histoire de curseur. Puis c'est ce qui fait que la vente est magique et qu'il n'y a pas de mode d'emploi. C'est pas un bouquin qui va faire de toi un bon vendeur, parce que finalement, c'est une adaptation permanente pour une raison simple, c'est qu'il y a deux parties. Il y a toi, et puis il y a l'autre. Et la probabilité que les deux univers matchent à 100%, a priori, elle est juste de 0. Ok. Si tu devais résumer la vente en un verbe, Eric, quel serait-il ? Comprendre. Comprendre. C'est comprendre parce que se comprendre soi-même, comprendre parce que comprendre le client, comprendre le contexte, comprendre l'environnement dans lequel on vend, et comprendre tout simplement en profondeur le client, et puis comprendre parce que ça c'est plus des cheminements psychologiques personnels que je mène, parce qu'on est dans un monde où on cherche plus à comprendre, et comprendre pour moi c'est la clé. De comprendre pourquoi le client a accepté de te rencontrer, de comprendre pourquoi il a ce besoin-là, de comprendre pourquoi il va faire appel à toi et pas à quelqu'un d'autre, de façon à pouvoir honorer finalement cette envie qu'il peut avoir au fond de lui. Donc, pour moi, vraiment, la clé, c'est comprendre. Et en même temps, il y a un aspect curiosité derrière. Moi, que j'ai toujours nourri de façon différente, mais comprendre. Cette envie débordante de vouloir comprendre les choses, leur donner un sens. Pour moi, c'est l'un des sujets clés. Ok, parfait. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation ? Écoute, les meilleurs commerciaux, je sais pas. C'est clair que si moi, est-ce que j'ai quelque chose à me prouver à moi-même ? Alors, sans pour autant dire que je me mets dans le lot des meilleurs commerciaux. Oui, en l'occurrence, oui. Voilà, moi j'ai quelque chose à prouver à moi-même. Moi, chaque jour, je me lève en me disant, ok, alors ça peut paraître un peu phrase bateau ou happy bullshit, mais c'est clair que je me lève en me disant, ok, comment je vais faire mieux qu'hier ? Chaque année qui démarre, comment je vais faire une meilleure année que l'année d'avant, sans pour autant mettre en géopardie l'intégrité de mon client, si je puis dire, de mes clients. Mais ouais, je pense que les meilleurs commerciaux, forcément, je pense qu'ils ont quelque chose à se prouver. Pour moi, dans le vendeur, c'est peut-être aussi ça qui fait que j'aime ce métier, c'est qu'il y a un côté tout sportif. J'ai fait du handball pendant de très nombreuses années. Aujourd'hui, je suis passé sur d'autres sports.
qui m'invite clairement à repousser les limites à chaque fois que j'y vais. Et je pense qu'il y a un vrai lien avec la compétition. J'avais une discussion un jour avec une amie où on parlait de ça, on parlait de ce côté compétition et elle était dans une posture, d'ailleurs, en étant du domaine des ressources humaines, elle était dans une posture plutôt empruntée par rapport à ça, parce que de dire voilà, mais la compétition forcément ça va avec le fait de marcher sur la gueule des autres. Et puis moi je le vois pas forcément comme ça, parce que la compétition c'est pas juste écraser l'autre, c'est peut-être s'écraser soi-même. Et puis se montrer à soi-même qu'on est capable de faire plus. Et puis ce que j'aime dans le sport de haut niveau, quand tu regardes bien, c'est que en fait on a un corps et donc par extension à mon avis un mental dont on soupçonne pas le 10e du quart des possibilités et qu'on exploite encore moins. J'aime bien dire qu'on a un cerveau qui fonctionne un peu comme notre usage d'Excel ou de Word, c'est qu'on l'utilise à 5% de ses capacités. Et si tu regardes le sport de haut niveau, ça nous démontre qu'en fait on peut emmener la machine beaucoup plus loin que ce qu'on pense, et ça nous concerne nous. Il n'y a pas forcément de relativité à l'autre qui consisterait à lui marcher sur la gueule ou pas. Donc ouais, non, pour moi, les commerciaux, oui, ils ont quelque chose à prouver, peut-être à eux-mêmes, peut-être que c'est un esprit de compétition derrière, et finalement, si cette compétition elle est saine, alors c'est très bien. Et moi, je cherche à me prouver à moi-même en permanence que je suis capable de faire ceci, de faire cela, que je peux aller plus loin, que je peux faire mieux qu'hier, etc. Je suis entièrement d'accord avec toi. Cette question n'est pas anodine, puisque toi, tu as fait du hand en sport co. Moi, j'ai fait du basket en sport co à haut niveau. Donc, forcément, cette question n'était pas anodine et je suis d'accord avec toi. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à se prouver avant tout. On en parlera du sport et de l'énergie. Quelle est ta vision du métier commercial en 2022, Eric ? Le métier de commercial en 2022, il est pas simple. Il faut pas oublier d'où on vient. C'est que en 2022, on a en plus maintenant post-Covid, il faut faire attention à mon avis à pas tomber dans la facilité à se dire tiens, le Covid est passé par là, on peut tout faire en visio. Et du coup se jeter là-dedans, par exemple, pour faire des rendez-vous clients. Alors je mets un bémol quand même, parce que je suis en train de parler avec un Français et puis diffuser ça potentiellement dans des régions francophones. Nous en Suisse, on a cette chance que quand tu es basé à Lausanne comme moi, aller voir un client à Genève, c'est 45 minutes. Aller voir un client à Fribourg, c'est 45 minutes. Donc tout est assez proche. Mais quand même, ma vision du métier de commercial en 2022, c'est que il faut pas se laisser embarquer par ce qu'on entend, ce qu'on voit passer. Un vendeur a besoin d'aller voir ses clients. Et puis, quand on parlait tout à l'heure de prise de recul, un vendeur a besoin de se souvenir qu'aujourd'hui, il y a à peu près toutes les informations sur Internet. Et moi, le sujet que je défends face à mes clients, en tout cas face à des participants vendeurs, c'est de leur dire, mais nom de Dieu, qu'est-ce que tu peux apporter de plus que ce que ton client pourrait trouver sur tes produits déjà sur Internet. Et il y en a quand même beaucoup qui vont encore en rendez-vous pour aller faire l'article du produit. Mais l'article du produit, il est déjà fait sur le site Internet. Donc la vision de la vente en 2022, pour moi, c'est déjà c'est que j'en ai une vision beaucoup plus noble que la majorité des gens. Parce que pas de commercial, faut quand même pas oublier une chose, comme je disais plus tôt, pas de commercial, pas de revenu, pas de salaire, pas d'entreprise. Donc tout le monde dehors. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est de pas oublier qu'on a un client en face qui a des attentes à la rencontre desquelles on doit aller. Et ça, pour moi, ça peut pas se faire par le digital. On a une relation humaine. Le vendeur qu'on est capable demain de remplacer par une intelligence artificielle, en fait, il nous a juste démontré qu'il nous a banané pendant des années et qu'il apportait aucune valeur ajoutée à son métier. Donc ma vision du commercial, c'est qu'on n'en a jamais eu plus besoin qu'aujourd'hui, parce que fut un temps où le vendeur, en fait, quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas la globalisation, il avait juste à se baisser pour ramasser. Il n'avait même pas besoin d'être poli ou d'avoir du savoir-être, parce que finalement, si le client n'était pas content, il y en a 10 qui attendaient dehors. Puis aujourd'hui, dans un contexte où tout ça se tend, avec beaucoup de concurrence et la concurrence qui est partout, mais pour moi, le métier, le rôle de commercial est d'autant plus important. Et pour moi, on peut pas s'en passer. On peut pas s'en passer parce qu'une bonne vente, elle va chercher des leviers qui sont tout à fait irrationnels. Et ces leviers-là, je peux te dire qu'avant qu'une intelligence artificielle aille les chercher, on a le temps d'avoir encore 2 ou 3 vies, parce que par définition, cette intelligence est artificielle, donc il n'y a rien d'authentique. Et puis surtout, c'est de l'informatique, donc ça repose avec des 1 et des 0.
Donc, comment tu peux traiter de l'irrationnel et de l'intangible avec des 1 et des 0? Pour moi, c'est pas possible. Donc, je sais pas, on verra si l'avenir me donne tort ou raison, mais non, moi, j'ai une vision excessivement noble de ce métier et je pense que ceux qui le mettent au second plan ou qui le relèguent à la cave, c'est ceux qui en ont peur et qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Et je pense que si les gens savaient un peu mieux comment ça fonctionne, on aurait moins de clichés autour de la vente. Et moi, ma plus grande victoire, c'est quand je sors d'un cours et que j'ai un participant qui me dit, bah, tu vois, ça fait 25 ans que je vends, je pensais pas que je pouvais avoir cette vision-là ou apprendre encore des choses dans la vente, et je pensais pas que la vente, c'était ça. Et ça, pour moi, c'est le plus beau compliment que tu puisses recevoir, parce que en gros, t'as retourné le cerveau de quelqu'un, au sens positif du terme, bien entendu, qui venait avec tous les clichés qui ont été alimentés par le qu'en dira-t-on, et pour finalement repartir avec une vision tout à fait constructive et puis économiquement viable de la vente. Excellent. J'adhère beaucoup à ce que tu viens d'exprimer, et notamment le côté noblesse du métier commercial. Ah, mais clairement. Voilà, d'où l'intérêt de ce podcast. Enfin, mais c'est vraiment un truc. J'ai l'impression parfois qu'on sous-estime totalement. Et moi, j'aime bien dire qui peut le plus peut le moins. Les entreprises qui n'accordent pas d'importance à la vente, ou en tout cas qui forment pas les vendeurs, vont avoir pour discours de te dire, mais vous voyez bien, notre entreprise fonctionne alors qu'on forme pas de vendeurs. Puis moi, je leur réponds, mais alors imagine si tu les formes. Imagine ce qui va se passer si tu les formes, nom de Dieu. Et là, on a un vrai levier. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on a un biais cognitif, économique, qui fait que tout ça fonctionne. Allez, bon an, mal an, les clients sont là, ils viennent. Alors, je sais pas en France, peut-être c'est plus tendu. En tout cas, en Suisse, on a cette chance d'avoir les affaires qui tournent. Il y a à manger, à boire pour tout le monde. Et donc, du coup, on se dit, pas besoin de vendeurs. Moi, j'ai envie de te dire, mais si tu les formes, t'imagines à quel point ça va être redoutable. Tu vas avoir un gros problème, c'est que tu vas plus pouvoir servir tes clients, il va falloir embaucher. Alors nous, on a ce problème-là en Suisse, c'est que c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre. Mais voilà. Donc non, c'est d'une noblesse pure, et les entreprises doivent le conscientiser, parce que ce qui s'est passé dans des pays, justement à plus large échelle comme la France, c'est que quand la globalisation est arrivée, on s'est réveillé un matin en se disant, ouh là là, il y a plein de concurrents que j'avais pas vus. On s'est retrouvé un peu au pied du mur à devoir réagir avec des vendeurs qui n'étaient pas formés. Et nous, en Suisse, on a cette chance d'être sur un terreau économique très, très riche, riche au sens spirituel, pas au sens monétaire, qui fait que on n'y est peut-être pas encore tout à fait, je pense. Même si dans certains secteurs, ça devient un peu dur, mais on n'y est peut-être pas encore. Mais le jour où ça va arriver, ça va faire mal. Ok. Quels sont tes fondamentaux du métier commercial, Eric ? Alors, il y en a un, évidemment, bien sûr, c'est le côté de préparation. Et ça, je n'en démords pas. Mais il y a quand même un autre truc qui me vient, c'est l'air de rien, pas vouloir en faire des caisses, pas vouloir vendre un produit à tout prix, plutôt se mettre dans une logique de vendre une collaboration. Tiens, ça rejoint assez bien ce que tu disais sur la vision de la vente 2022. C'est pas s'attacher à vendre un produit. Le client, il l'a presque déjà acheté si tu es en face de lui, et il y a tout marqué sur ton site. Mais vraiment, donc vendre une collaboration, ça me paraît incontournable. C'est dans quelle mesure le type qui est en face de toi va te donner sa confiance. Pour quelle raison il va faire ça, et finalement il va le faire avec toi, pas que avec ton produit. Donc pour moi, les deux fondamentaux, c'est la préparation d'un côté, parce que c'est véritablement la clé. Toi, tu es sur un sujet qui consiste à parler du mental du vendeur, et pour moi, la préparation a un rôle fondamental justement dans le conditionnement psychologique du vendeur. Et puis derrière, d'avoir encore une fois ce côté prise de recul, de pas vouloir être obsédé par le fait de vendre ton produit, mais plutôt de vendre la collaboration, ce qui va permettre de se mettre dans une meilleure position pour interagir avec le client. Et puis voir ce qui compte pour lui et pas ce qui compte pour le vendeur. Donc vraiment, les fondamentaux, c'est cet aspect préparatoire. On pourra en parler pendant des heures, donc je vais t'éviter cet écueil. La préparation du rendez-vous, et puis pas vouloir vendre un produit, mais vouloir vendre la collaboration avec ton client, le fait de bosser avec toi. Ok. Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale ?
Ah, les valeurs, les fameuses valeurs. Alors là, c'est très facile parce que c'est ce que je dis dans toutes mes formations pour les démarrer. Tellement de gens ont cette vision du. Un jour, tu sais, je donnais une conférence et ceux qui avaient organisé la conférence m'ont envoyé le visuel qu'ils allaient publier. Pour faire la promo de la conférence, et dessus il y avait marqué Eric va t'apprendre à vendre de la neige à des Esquimaux. Et là, ni une ni deux, j'ai pris le téléphone, j'ai fait vous me dégagez ça tout de suite. La vente, c'est tout l'inverse. Et moi, je démarre mes cours en leur disant voilà, on va voir ensemble ce que c'est qu'une vente authentique, une vente sincère, une vente honnête, une vente non agressive, une vente non intrusive. Et puis encore une fois, ne pas vouloir vendre à tout prix. Parce qu'en fait, c'est comme je disais plus tôt, si tu suis, il fuit. Si tu fuis, il suit. Plus tu as envie de vendre, moins le client va avoir envie d'acheter. Et plus tu marques cette forme de retrait, de détachement, et finalement, c'est ça qui va faire vendre. Donc, les valeurs, pour moi, c'est vraiment ce côté sincérité, authenticité. Il faut avoir envie de découvrir ton client, de comprendre qui il est, d'avoir envie de rencontrer une nouvelle personne, d'apprendre des nouvelles choses. Et puis ouais, ce côté honnête. Je sais plus dans quel cours là. J'ai une anecdote un peu de ce genre-là qui me revient où je leur avais donné deux choix. Je leur ai dit ouais, t'as le client qui est en face de toi. Il te dit qu'il est chaud comme la braise. Il a 10 000 balles à te donner. C'est à prendre ou à laisser maintenant. T'as pas forcément de garantie qu'il y ait quelque chose derrière. T'es pas convaincu que ce soit très bon pour lui, hein, d'ailleurs. Mais il a 10 000 balles à te donner. Ou alors toi, tu penses que c'est pas très adapté et tu lui dis, écoute, prends ton temps, réfléchis, on en reparle dans 2 ou 3 mois, dans 2 ou 3 ans, et puis on verra ce qui se passe, Inch'Allah. Et je leur ai dit, vous choisissez quel scénario? Et j'en ai quand même plus d'un sur deux qui m'a dit, je choisis le premier scénario. Et ça montre pas à quel point le vendeur est obsédé par l'argent, ça montre à quel point le vendeur est désorganisé et n'a pas un écosystème commercial suffisamment bien structuré qui lui permettrait s'il se prive de manger avec ce client, qui lui permettra d'avoir d'autres clients à côté avec lesquels manger. Et moi, je suis vraiment dans cette logique et je passe mon temps à ça. Et genre, pas plus tard qu'hier soir, en faisant mon admin, j'ai traité 3 demandes clients que j'ai reçues. Je leur ai dit, écoutez, il y en a un, je lui ai dit, je suis pas sûr que ce soit le bon scénario pour toi et qu'il faille aller là-dedans. Et puis en même temps, il n'y a pas d'urgence, donc je pense que tu pourrais attendre encore un peu. Puis il y en a d'autres aussi où tout simplement, je leur ai dit, voilà, moi j'ai un emploi du temps qui est excessivement chargé. Je peux pas traiter ça tout de suite maintenant. Est-ce que vous voyez un inconvénient à ce qu'on attende un peu? Sinon, je vous renvoie vers un confrère s'il y a un caractère d'urgence. Et je pense qu'on a plus à gagner avec cette honnêteté face aux clients. Parce qu'en fait, on a plus à gagner à l'instant T+2, T+3, T+4. Le problème d'un vendeur qui serait biaisé là-dessus, c'est le vendeur qui veut gagner tout de suite. Et ça, c'est les pires pour la profession. Parce que ça les met dans une situation de faire des choses qui ternissent un peu l'image du métier. Et c'est ce côté un peu pas voir plus loin que le bout de son nez. Voilà. Ok. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais? La préparation. La préparation, c'est le truc. Alors bon, tu choisis pas forcément toujours ton planning. Parfois, t'es un peu esclave de ton agenda. Mais je peux te dire que j'ai pas fait le moindre rendez-vous. Alors après, moi, j'ai aussi un devoir d'exemplarité vis-à-vis de mes clients et des gens que je rencontre. Mais c'est clair que depuis que j'ai lancé cette boîte, je crois qu'il n'y a pas un seul rendez-vous que j'ai fait sans l'avoir préparé. Après, s'il te plaît, ne viens pas me chercher sur est-ce que je l'ai préparé les 30 minutes avant ou est-ce que je l'ai préparé une semaine avant. Voilà, là, tu fais du time management parfois un peu comme tu peux, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je n'ai jamais fait un rendez-vous depuis 2016 sans l'avoir préparé. Et ça, moi, je l'avais appris chez Nestlé, qui est l'une des écoles par lesquelles je suis passé. Je l'ai perdu quand je suis arrivé dans mon métier suivant. Et pour te dire à quel point je l'ai perdu, c'est que au début, le premier mois, on m'a mis avec des seniors pour aller voir avec eux. Et puis le premier rendez-vous que j'ai fait de mon initiative, j'ai été accompagné d'un manager senior. Et puis avant d'aller au rendez-vous, je lui ai montré ma préparation de rendez-vous. Et tiens, moi j'étais la petite raie sur le côté, ma petite intraveineuse Nestlé à faire les choses bien. Et il a pris ma préparation et puis presque il l'a déchiré, tu vois. Mais en gros, il me dit mais c'est de la merde, t'as pas besoin de ça, qu'est-ce que tu t'embêtes? Et ça m'avait un peu traumatisé, je dois avouer. Et puis du coup, je me suis laissé embarquer dans le truc. J'ai cessé de préparer mes rendez-vous. Je pense que ça n'a pas été une idée lumineuse.
Et puis voilà, quand j'ai lancé Score, j'ai repris tous ces fondamentaux et je me suis dit, mais comment j'ai pu mettre ça de côté aussi longtemps? C'est tellement redoutable. Donc non, la seule et l'unique discipline que je peux suggérer à n'importe quel vendeur, c'est l'aspect préparatoire. Préparer ses rendez-vous, se fixer des objectifs, anticiper les objections, choisir les questions qu'on va poser à son client. Et puis, bien entendu, le petit screening classique de qui est-il au sens de la personne et au sens de l'entreprise, l'historique que j'ai avec lui, les relations qu'on a en commun, son marché, son entreprise, son positionnement, les valeurs, etc. Enfin, la préparation. La préparation, c'est la vie. C'est comme le gras. Je suis d'accord. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette citation. Si tu oublies de te préparer, prépare-toi à être oublié. Ouais, il y a la même avec le mot négligé. C'est Benjamin Franklin, fail to prepare, prepare to fail. C'est exactement ça. On est en plein là-dedans. Absolument. Okay. On va parler énergie justement pour performer dans ce métier commercial, parce que pour moi, si t'as pas d'énergie comme vendeur, ça va être compliqué pour toi. Comment tu gères ton énergie, Eric, pour performer? Un jour, en sortant d'une conférence, il y a un mec qui est venu me voir, il me fait « Est-ce que tu te drogues ?» Et je lui ai dit « Écoute, non. Par contre, au risque de te faire une réponse un peu bisounours, j'ai l'immense, je vais pas dire chance, j'ai horreur de ce mot-là, parce que pour moi la chance elle se provoque. J'ai l'immense bonheur et plaisir de tous les jours faire ce que j'aime finalement, vendre ce que j'aime, travailler pour ce que j'aime. Et puis l'air de rien, moi c'est ça qui me donne de l'énergie. Alors après il y a l'aspect un peu plus physiologique où il faut savoir se ménager. J'ai eu des moments un peu moins agréables dans un passé récent où tu donnes un cours et t'es tellement à bloc, tu veux tellement être sur tous les fronts, tu veux tellement tout bien gérer, tout bien faire. En fait, en donnant un cours, et il n'y a pas grand monde qui le sait parce que même le client s'en est pas rendu compte, ça s'est pas vu, mais j'ai eu un petit écran bleu, tu sais, ton erreur 404 dot found là. Voilà, j'étais devant eux en train de donner un cours et j'étais dans une période, c'était il y a un an, l'année dernière, j'étais dans une période, mais t'es au four et au moulin, t'enchaînes 4 jours, voire 5 jours de formation par semaine. Ceux qui sont formateurs comprendront ce que ça veut dire. Et voilà, et écran bleu, quoi. Je cligne des yeux et au moment où je les ouvre, je vois plus rien. Je les referme, je les rouvre et je sais plus où je suis, je sais plus ce que je suis en train de dire, je sais plus chez quel client je suis. Et ça dure une demi-seconde. Et alors, d'un point de vue physiologique, j'ai appris à dormir. J'ai appris peut-être aussi à plus vouloir tout traiter, même si c'est encore difficile. Mais d'un point de vue vraiment pragmatique, cette énergie, je la gère en me disant, ok, j'ai un capital sommeil que je dois conserver, parce que ta question, elle est pas neutre pour quelqu'un qui non seulement vend, mais forme à la vente. Le métier de formateur, encore une fois, ceux qui le pratiquent savent à quel point c'est énergivore quand t'es toute une journée devant 8 vendeurs. Et puis moi j'aime bien dire, pour le sens de la rigolade, que les vendeurs c'est quand même la pire race au monde qui existe parce qu'on a réponse à tout. Et puis aussitôt qu'on peut aller chercher un mec sur un sujet pour lui montrer qu'il a tort, on va pas s'en priver. Donc moi si tu veux j'aborde chaque cours en me disant que je vais devoir donner le change à toutes ces personnes-là avec pour objectif qu'ils repartent en étant conquis, en ayant trouvé quelque chose qui va leur être utile. Et ça c'est très énergivore parce que quand tu as 8 vendeurs devant toi, t'as quasiment 8 cours différents à donner, de 8h30 à 17h30. C'est très, très fatigant. Donc, moi, j'ai appris à le gérer avec, il y a un truc sur lequel je transige plus, c'est le quota d'heures de sommeil. Je fais malheureusement pas partie de ces gens qui ont besoin de 3 heures pour dormir. Je l'ai cru à un moment, en rentrant de chez un client, ça m'a fait embrasser une glissière de sécurité de façon assez brutale avec ma voiture. Et depuis, j'ai appris à me dire que, j'étais juste un être humain normal. Et j'ai besoin d'un certain quota d'heures. Si je l'ai pas, je carbure au supradine. Et quand j'ai pris plus de 2 supradines par semaine, je prends ça comme un mauvais signal. Voilà. Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi, Eric, une vente parfaite? Je dirais que c'est celle où j'atteins les objectifs que je me suis fixés. Parce que déjà, si j'atteins plus que ce que je m'étais fixé, j'ai presque envie de te dire que mes objectifs étaient peut-être pas assez ambitieux. Donc il y a un peu du Hannibal Smith dans tout ça, quoi. J'adore quand un plan se déroule sans accroc.
Et pour moi, ouais, la vente parfaite, c'est ça. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Je fume pas le cigare, mais le reste, je prends, quoi. Et quand tout ce que tu avais prévu s'est déroulé, il y a beaucoup de vendeurs qui me disent ouais, mais quand même, ce que tu nous donnes, ce que tu nous transmets, c'est vachement rigide. Ça nous fait manquer de naturel. Je dis non, c'est pas rigide. Ce qui est rigide, c'est la trame. Et la trame, elle est faite pour que justement tu puisses maîtriser ce qui est maîtrisable, de sorte à concentrer justement ce qui te reste d'énergie sur ton naturel. Et finalement, ce qui peut être maîtrisable, c'est quand même con de pas l'anticiper et de pas le prévoir. J'ai toujours en exemple dans mes cours ces vendeurs un jour qui me disent ça fait 25 ans qu'on est trop cher, qu'on est plus cher que les autres, je comprends pas ce que je fous dans cette formation, je vois pas ce que je vais apprendre, de toute façon, c'est 25 ans que je vends que le problème n'a pas été résolu. Puis je lui dis, mais attends, ça fait 25 ans que tu vends, ça fait 25 ans qu'on te dit que t'es trop cher, puis t'as toujours pas la solution, puis tu continues d'aller en rendez-vous. C'est un petit côté kamikaze quand même derrière ça. Donc, pour moi, la vente parfaite, c'est celle où t'as tellement bien projeté mentalement ce qui peut se produire, ce qui peut se passer, t'as tellement envisagé tous les scénarios possibles et imaginables et c'est ça d'ailleurs qui t'a permis de te mettre des objectifs véritablement ambitieux, et les objectifs sont atteints à la fin. Je peux pas te parler, j'ai pas d'exemple qui me reviennent là précisément d'une vente parfaite. Par contre, je peux t'en donner un. Forcément, je forme à la vente, donc il y a un vrai petit lien d'une formation parfaite où j'avais vraiment pas le droit à l'erreur, et je formais en fait tout l'état-major d'une entreprise pour leur faire comprendre ce que je transmettais à leurs vendeurs. Donc, tu dois être clair, précis, en même temps consistant, et leur montrer que tu tiens la route aussi bien face à eux que face à leurs vendeurs. Je me souviendrai toute ma vie de ce mandat-là. Pour moi, c'est le plus beau que j'ai jamais fait. Une journée de formation à donner pour faire un brainwash complet et faire vriller la vision que ces gens-là avaient de la vente. 6 jours de préparation. 6 jours de préparation. J'ai anticipé tous les scénarios possibles et imaginables sur lesquels ils pouvaient m'emmener, parce qu'en fait, j'avais besoin que eux me donnent leur bénédiction, ou en tout cas que ils me laissent faire avec leurs vendeurs, parce que je savais très bien que leurs vendeurs devaient faire d'une certaine façon qui n'était pas cautionnée par la direction, et que j'avais besoin de faire vriller la vision de la direction. 1 jour d'animation, 6 jours de préparation. Et pour moi, c'est un souvenir absolument mais fantastique. C'est un remue-ménage incroyable. Et c'est ça qui est passionnant aussi. Ok. C'est vrai que il faut avoir cette prise de recul générale par rapport à ça. Et dans cette vente parfaite, avoir son scénario en fait complètement en tête par rapport au début du film, au milieu du film et à la fin du film. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Et je dirais mieux que son scénario, c'est ses scénarios. Il y en a plusieurs. Je crois qu'on dit scénario au pluriel. Ok. On va parler inspiration. Est-ce que tu es inspiré par quelqu'un? Est-ce que quelqu'un t'a inspiré dans ton parcours commercial? Dis-moi pas que tu as envie de mettre la logique de mentor derrière cette question. Si, c'est forcément une logique de mentor. Tout à fait. Écoute, moi la vie elle m'a appris que il y a ce qu'on a envie que les autres pensent qu'on est, il y a ce qu'on est réellement. Donc oui, à des moments où peut-être je manquais de maturité, il y a des personnes qui m'ont inspiré par finalement leurs accomplissements au sens commercial du terme, hein, bien entendu. Et en même temps, a posteriori, je m'aperçois que j'avais pas la grille de lecture pour m'apercevoir à quel point c'était peut-être du flan. Donc, ouais, je suis tombé sur des personnes dans mon parcours commercial, et il y a un lien magnifique avec la vente. Je suis tombé sur des personnes, mes chefs, hein, pour pas les nommer, où je me suis dit waouh, ça tient le pavé, quoi. Et puis a posteriori, et puis dans des moments peut-être un peu plus compliqués, un peu plus tendus, bizarrement, ce moment où t'es peut-être plus forcément d'accord avec eux et t'as envie de partager ton point de vue de façon tout à fait bienveillante et constructive, et là tu t'aperçois qu'il vrille complètement, et tu te dis, attends, j'ai l'impression d'avoir en face de moi un vendeur qui finalement a peut-être essayé de m'amadouer pour que je rentre dans son moule pendant tant d'années, puis que finalement le jour où je trouve que le moule est un peu étroit, puis que j'essaie d'échanger avec lui sur quelles sont les possibilités d'élargir le moule, le type il vrille complètement parce que ça va plus dans ses intérêts, et puis du coup c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc
je ne peux pas dire que personne m'ait inspiré au sens de la vente. Il y en a eu, mais je dois avouer qu'ils m'ont aussi rapidement désinspiré que ce qu'ils m'ont inspiré. Okay. Donc, c'est peut-être aussi ce qui m'a poussé à me mettre à mon compte, à créer ma boîte et puis finalement à donner vie à ce que moi je pensais être bon. Mais ce que moi je pense être bon n'a rien à voir avec ce que le voisin pense être bon. Il n'y a pas de bon et il n'y a pas de mauvais dans la vie finalement. Il y a que la relativité que les gens y mettent. Toi et moi, on va peut-être trouver deux choses strictement identiques. On va avoir un avis différent dessus. C'est la magie du monde. Donc, et c'est ce qui d'ailleurs par extension me fait dire qu'on peut pas travailler avec tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, moi je me suis mis tout seul parce que j'avais un peu ce manque de mentor. En même temps, j'ai une maîtresse en CM2 qui m'avait empêché d'accéder aux classes sport au collège. Elle avait dit à mes parents, je crois, que je m'autosuffisais. Je sais pas, peut-être qu'il y avait un signe avant-coureur, peut-être que je vais finir par croire qu'elle avait raison, mais voilà, sans que ça paraisse arrogant, le problème des gens que j'ai croisés puis qui m'ont donné un peu d'inspiration, c'est qu'en fait, ils m'en ont donné autant qu'ils m'en ont enlevé derrière. Donc je construis en restant moi-même et en faisant ce que je pense être bon pour moi et pour les gens avec lesquels je construis. Puis je suis comme tout le monde, je suis pas une machine, donc parfois je me plante, parfois j'ai pas la bonne réponse, parfois j'ai pas le bon verbe, parfois je choque, parfois j'enthousiasme, je sais pas, et puis le zéro défaut n'existe pas, on n'est pas des machines. Ok. Justement, ça fait sens avec la prochaine question. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale? Je pensais pas dire ça un jour, mais en fait, je crois que c'est ma maman qui m'a donné le meilleur conseil. Et il n'était pas dans ma carrière commerciale, mais je l'ai appliqué à ma carrière commerciale. Elle m'a toujours dit, ne change rien. Reste ce que tu es, reste fidèle à tes valeurs, à tes principes. Tu verras, un jour, ça payera. Je dois t'avouer un truc, c'est que ça a mis du temps. En même temps, elle m'a toujours dit que je comprenais vite, mais qu'il fallait m'expliquer longtemps. Ça a mis du temps, mais aujourd'hui, je m'aperçois de la richesse de ce conseil. Et puis, ça rejoint ce que je te disais un peu plus tôt, ce vendeur qui veut faire une affaire là, tout de suite, maintenant, et qui voit pas plus loin que le bout de son nez, là où il aurait tout à gagner à attendre l'instant T+2, T+3, T+4. Donc, c'est vraiment ce côté... Ouais, moi, ce que je retiens, c'est reste fidèle à tes principes, à ta façon de naviguer, à ta façon de voir les choses, puis un jour, ça payera. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est ma boîte où j'étais dans une période professionnelle peu évidente quand je l'ai lancée. Pour faire simple, j'avais pas le choix, fallait que ça marche. J'avais pas forcément de filet de sécurité derrière. L'année 2016 de lancement a été une année vraiment de lancement. Et puis un jour, il s'est présenté un client, un mandat que j'avais prospecté et pour lequel j'avais fait mon job de vendeur. Ce mandat est allé au bout, enfin ce mandat a été confirmé plutôt, et du jour où ce mandat a été confirmé, depuis ce jour-là, ça vient. Et je dirais pas que j'ai pas besoin de prospecter parce que comme je te disais plus tôt, j'ai besoin de pratiquer ce que j'enseigne. Donc il y a un certain portefeuille de clients que je m'oblige à aller chercher. Et c'est vrai que depuis ce jour-là en 2016, tout a été décanté. Et en fait, j'ai patienté jusqu'à ce jour-là. Et depuis ce jour-là, les choses se font toutes seules, les choses viennent, les choses sont belles. Et je m'attendais pas et je soupçonnais pas qu'elles puissent être aussi belles. Donc finalement, ce conseil, je pense qu'il est bon, c'est de se dire mais reste toi-même, puis un jour ça va payer. Et ça va payer à la hauteur de tes valeurs et de tes principes. Voilà. Ok. Alors cette question, je la pose à tous mes invités. Quelle est ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé? Je dirais que ce qui me caractérise, puis quelque part, c'est ce que je dis à tous les vendeurs de faire. Faites tout l'inverse de ce que les autres pensent bon de faire. Tu m'as demandé quel verbe pouvait résumer la vente, je t'ai répondu comprendre. Je crois qu'on pourrait aussi mettre oser. Je fais tout l'inverse de ce que les autres pensent qu'il faut faire. J'ose challenger le statu quo. C'est un de mes clients qui avait relevé ça dans une formation qu'il avait suivie. C'est vraiment ce qu'il avait marqué dans la logique de se fixer des objectifs sur la préparation d'un rendez-vous. Et en fait, quand j'ai un doute,
quand je me demande ce que je dois faire, très souvent, je m'aperçois que la décision que j'ai prise, ça a été de faire l'inverse des autres. Tu vois, le Covid, tous les formateurs que je connais dans mon entourage se sont refermés en se disant merde, il y a le Covid, il faut que je reste à la maison, il faut pas que je fasse de vagues, etc. Et puis moi j'ai un client avec qui j'ai échangé qui m'a donné beaucoup de lucidité là-dessus. C'était quelques jours avant le déconfinement et en gros qui avait eu ces mots de dire mais on a besoin d'avancer. Et puis là, il m'a un peu fait l'électrochoc, puis il m'est arrivé, je me suis dit non mais c'est clair, attends, je me suis fait endormir pendant 1 mois par ce confinement. Et en fait, moi, depuis le 27 avril 2020, j'ai pas donné un jour de formation en visio. J'ai tout fait en présentiel. J'ai fait une meilleure année en 2020 qu'en 19, une meilleure année en 21 qu'en 20. Et parce qu'en fait, je suis allé faire l'inverse de ce que tout le monde était en train de faire. C'est-à-dire rester à la maison, faire de la visio, monter des studios virtuels pour donner satisfaction aux clients. Moi j'ai dit on fait en présentiel, puis ça a très bien fonctionné, puis les gens étaient super contents, ils étaient tout contents. Ils pouvaient pas aller en boîte, alors ils étaient contents de venir se mettre à 8 dans une salle de formation. Donc ouais, moi j'aime bien ce côté se différencier. Aujourd'hui, il y a rien qui ressemble plus à un vendeur qu'un autre vendeur. Donc il y a un moment, le client il doit comprendre quelle différence il y a entre toi et le voisin. Et je crois qu'on doit avoir ce côté un peu clivant. Et je te l'ai aussi dit dans nos échanges, on peut pas plaire à tout le monde. Faut l'accepter, ça. Je crois que l'une des grosses erreurs de beaucoup de vendeurs et de beaucoup d'entreprises, c'est qu'ils veulent plaire et qu'ils veulent vendre à tout le monde. Alors quand tu t'appelles iPhone, c'est légitime. Quand tu t'appelles Samsung, c'est légitime. Encore que, Apple n'a peut-être que 50% du marché du smartphone, ce qui montre bien qu'il plaise pas à tout le monde. Donc voilà, faire tout l'inverse de ce que les autres font, oser. Et puis surtout avoir cette envie dévorante de challenger le statu quo, de bousculer un peu les principes et les codes, quoi. Ok, parfait. On va parler maintenant, Eric, de la gestion des émotions dans la vente, qui est très importante. Est-ce que quand tu fais tes formations, tu donnes des conseils pour une stratégie pour gérer la pression des résultats, ou comment tu conseilles tes commerciaux pour gérer les émotions dans la vente? Écoute, je vais contextualiser la réponse de façon très synthétique. Je donne des formations dans un pays où on n'est pas du tout habitué à la formation vente et on n'a pas la culture de la formation vente. Donc, je dois aussi donner des formations qui vont à l'essentiel et qui sont hyper pratico-pratiques, utilisables le lendemain avec des résultats ultra tangibles dès le prochain rendez-vous. Donc, je concentre aussi mon discours sur beaucoup de techniques et finalement sur l'aspect psychologique. J'adore ça, hein. Ce sujet me passionne. D'ailleurs, je me plonge dedans à titre personnel pour le réinjecter dans mes cours. Mais j'en fais pas un volet spécifique. Si je voulais te faire une réponse simple, je te dirais que la meilleure moyen de gérer tes émotions, c'est d'être préparé. Parce que la préparation va renvoyer une grosse dose de confiance qui va te permettre d'avoir du sang-froid. Je pense qu'on pourrait simplement le résumer comme ça. Après, oui, il y a moult paramètres qui interviennent. Je les aborde pas forcément dans mes cours parce que, encore une fois, chaque paramètre pourrait mériter une journée de formation à lui tout seul. Mais je parle beaucoup de cette prise de recul. Je parle beaucoup de ce détachement. Je parle beaucoup de ce mantra: si tu fuis, il suit. Si tu fuis, il suit. Pour que les gens trouvent le moyen de canaliser ces émotions. Je parle beaucoup, de plus en plus, du cerveau, de comment la réaction humaine est générée par le cerveau, avec ton reptilien qui va générer un mécanisme de protection, de défense, de survie, donc forcément va avoir une réaction qui est pas forcément révélatrice de ce que pense le client profondément, de se laisser le temps d'aller plus loin pour que le limbique et le néocortex reprennent le relais et soient sur des approches plus rationnelles. Mais j'ai malheureusement pas le temps d'aller beaucoup plus loin dans mes cours. J'aimerais, ça fait partie de mes projets, de mes ambitions pour ce que j'ai envie de développer pour Score. Mais pour l'instant, je suis plus à dire, voilà, déjà, concentrez-vous sur la préparation, une bonne préparation d'un rendez-vous, parce que ça va vous donner un capital confiance qui va vous permettre de trouver les ressources pour gérer ces émotions. Ok. Est-ce que tu as, d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu as un dialogue intérieur qui tourne en boucle quand tu rates une vente? Alors, au risque de paraître prétentieux, je dois avouer que depuis 2016, j'en ai pas raté beaucoup. Je crois que j'ai dû en rater une par année. Je crois que c'est à peu près ma moyenne. Je crois qu'il y a mon humain qui prend le dessus. On vient de parler de reptilien. C'est clair que ma première réaction à moi, c'est je m'en veux.
Je m'en veux, je rumine, je me dis merde, qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai cette réaction-là de me dire. Alors moi j'ai une devise que j'utilise pour Score, que je transmets à tous mes vendeurs, c'est il n'y a pas de forteresse imprenable, il y a que des attaques malmenées, c'est Vauban. Je suis né à Besançon, c'est lui qui a fait la citadelle. Donc j'aime beaucoup ça, et du coup c'est la devise dans laquelle j'invite tous les vendeurs à aller puiser de l'humilité. Et moi quand je rate un truc, une vente ou n'importe quoi d'autre, une relation avec quelqu'un, une relation interpersonnelle, un projet ou quelque chose, d'abord, je m'en veux à moi. D'abord, je m'en veux à moi et je me dis merde, qu'est-ce que j'ai mal fait? Ensuite, peut-être qu'il y a le limbique qui vient, puis qui m'aide à rationaliser, à me dire ok, est-ce que j'étais le seul dans l'équation? Et puis j'essaie d'analyser. Et puis arrivé à un stade, comme ça me gonfle, je me dis qu'on peut pas plaire à tout le monde et je passe à autre chose. Voilà. Et qu'il y en a 10 qui attendent dehors. C'est ça. C'est un beau cheminement. Je suis d'accord. Quel conseil tu donnerais à ton ancien toi jeune commercial? Elle est géniale cette question. Quel conseil tu donnerais à ton ancien toi commercial? Jeune commercial. Eh ben vois-tu, je lui dirais, ne te laisse pas embobiner par tous les clichés dans lesquels le monde, la société veut t'enfermer, à savoir être le plus beau, être le plus fort. Sois toi-même. Sois toi-même, et la conséquence d'être toi-même, c'est que tu seras le plus beau et le plus fort. Je crois que je me dirais ça. Ok, intéressant comme point de vue. Alors, on va parler mantra, mais tu vas nous redire ton mantra, puisque j'ai une question sur le mantra, une formulation qui tourne en boucle. Je te laisse nous l'expliquer, ton mantra. Mais je vais dire, j'en ai deux, je te les ai donnés. Si tu suis, il fuit. Si tu fuis, il suit. Okay. Et après, je te pose la question, quelle est ta punchline de vendeur légendaire? Ah, la vente c'est chic. Hashtag la vente c'est chic. Mais attends, je veux juste revenir sur le mantra. Il y a si tu fuis, suis. Si tu suis, fuis. Et celui que je viens de citer, il n'y a pas de forteresse imprenable. Il y a que des attaques malmenées. Voilà. Je crois que c'est les deux choses avec lesquelles je vis au quotidien. Et puis ma punchline, clairement. Hashtag la vente c'est chic. Bon sang de bonsoir. Il faut absolument qu'on comprenne que ce métier est noble et que c'est chic, tout simplement. Ok. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est selon toi la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression? Moi, je ne sais pas dire non. D'ailleurs, je crois que c'est mon challenge pour 2022. Vraiment, je vois passer beaucoup de choses sur les réseaux, sur LinkedIn, dans les journaux, etc., de management sur savoir dire non. Et moi, je dois avouer qu'après tout ce temps, j'ai beaucoup de difficultés à dire non. Je m'y entraîne, mais je suis de loin pas encore en Champions League. J'ai une certaine tendance à procrastiner, je dois avouer. Ce qui m'a limité fut un temps dans ma progression, que j'ai peut-être réussi à libérer, c'est que pendant longtemps, sur les premières années de Score, je voulais que 100% des clients et des participants soient contents, sinon je culpabilisais à mort. Et ça aussi, c'est ce qui m'a appris à me dire qu'on peut pas plaire à tout le monde et que il y a un moment, Pareto, il est là, quoi, que tu le veuilles ou non. Donc tu peux pas plaire à tout le monde et puis peut-être que sur les 100 t'en auras que 80, voire peut-être même un peu moins. Donc ouais, mais j'ai encore du mal quand même. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, je veux et j'exige quand je donne un cours que les vendeurs puissent repartir avec la même vision que moi j'ai de la vente, de se dire waouh, mais en fait c'est génial, en fait c'est pas tous les clichés qu'on a reçus, etc. Mais bon, voilà, ça marche pas à tous les coups. Et ouais, moi l'un des travaux que je dois faire sur moi, c'est de me dire que le 100%, il est compliqué à aller chercher. Ok, super. Bon, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Je te remercie pour ton dynamisme, notamment que j'ai beaucoup apprécié. Je pensais que tu allais donner cette qualité commerciale, mon dynamisme, parce que je t'ai trouvé fortement dynamique. Ça a commencé dès le bonjour, d'ailleurs. Écoute, Jean-Paul Belmondo, on refait pas les classiques, bien dire bonjour, t'as fait la moitié du chemin. C'est clair. Mais c'est pas tout à fait fini, Eric. Bon, j'aime finir par un top 5, comme dans le sport. Okay. Tu sais, il y a toujours les 5 meilleures choses à garder. Okay. C'est 5 petites questions rapides. L'idée, c'est de réfléchir, de répondre du tac au tac. Tu es prêt? Allez, une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
Il n'y a pas de forteresse imprenable, il n'y a que des attaques malmenées. Vauban. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire. Les podcasts. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale. Continuer à pratiquer la vente. Vendre, toujours vendre. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups. Quel est le top 3 des choses les plus importantes à vos yeux? Et ensuite, les challenger. Parce qu'un client qui te répond que le prix est important, c'est pas une réponse. Il faut lui demander ce qu'il veut dire par là. Donc le top 3 des choses les plus importantes à ses yeux, et ensuite les décortiquer les unes après les autres. Ok. Une croyance limitante que tu as su briser. Que j'étais pas capable. Ok. Que j'étais pas capable, et j'ai pris comme citation sur une grosse aventure que j'ai vécue, qui a marqué ma vie en 2014. J'ai créé un tournoi sportif de haut niveau, d'envergure internationale, où personne ne pensait capable. Et j'avais trouvé cette phrase magnifique de Stendhal qui disait que la plupart des hommes ont un moment de leur vie où ils peuvent faire de grandes choses, c'est celui où rien ne leur semble impossible. Et ma croyance limitante pendant longtemps a été de penser que j'étais pas capable. Excellent. Encore une bonne citation là. Avant de se dire au revoir, Eric, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs? Écoute, si t'aimes le suisse allemand, j'ai quelqu'un pour toi. Et il parle très bien français. Il s'agit de Pascal Schwartz. Qui te dira d'ailleurs qu'il n'est pas d'origine française mais d'origine alsacienne, puisque pour lui c'est 2 pays différents. C'est un de mes très bons amis et partenaires, de qui je m'inspire. Voilà, c'est vrai que je m'inspire de Pascal aussi, quand on parlait de ce sujet-là. Pascal Schwartz, de Benefit Impact, qui est basé à Zurich. Où est-ce qu'on peut te retrouver enfin, Eric? Écoute, tout simplement sur LinkedIn, hein. Puis d'ailleurs, je crois que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Marc. Donc LinkedIn, Facebook, mais principalement LinkedIn. Vous mettez le hashtag La Vente C'est Chic. Vous pouvez aussi taper laventec'estchic.ch. Vous pouvez taper score-management.ch pour tomber sur mon site. Et puis sinon, on me retrouve au téléphone, on me retrouve par email, on me retrouve en formation, on me retrouve et puis on me retrouve de temps en temps dans des endroits un peu moins professionnels et conventionnels. Voilà. Okay. Mais en Suisse, on aime bien mélanger les codes. Ça marche. Qu'est-ce que je peux te souhaiter commercialement pour ton futur? 100% de clients et de vendeurs qui appliquent ce que je leur transmets pour arriver à vivre ce que moi je vis au quotidien, c'est cette satisfaction de voir que tout fonctionne et puis que la vente est un métier magnifique. Voilà, tout simplement. Ok, super. Bon, je te remercie pour cet échange, Eric. Je te dis à bientôt. Merci à toi, Marc. À bientôt et au plaisir et bonne vente à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort. We'll be back.